Vous cherchez à rendre vos suivis plus ludiques et à mieux faire passer vos messages. Vous aimeriez des astuces pour mettre en place des jeux, des ateliers dans vos consultations. Nous parlerons dans ce nouvel épisode d'Entre deux patients de nos outils et de la manière dont nous les utilisons avec nos patients. Allez, c'est parti, générique! Bienvenue sur le podcast Entre deux patients. Je suis Élise Bricot. Et moi, Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité, D'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations? nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti! Bonjour Élise, bonjour à tous. Bonjour Marion, bonjour tout le monde. Alors, on l'avait déjà un peu évoqué lors de notre épisode 7 sur les consultations de suivi. Il existe des outils, des activités, des approches que l'on peut mettre en place pour engager davantage nos patients dans leur prise en charge. Et aujourd'hui, on va donc s'attarder un petit peu plus sur le sujet et vous parler de toutes les choses qu'on met en place dans nos consultations, les jeux, les exercices, des ateliers. Toutes ces choses qu'on pratique et qui, mises ensemble, font la différence et vont faire vraiment progresser nos patients. Alors oui, c'est clair que le fait d'impliquer au maximum en fait le patient dans sa démarche de changement, c'est vrai que c'est vraiment la clé de la réussite en fait du suivi diététique. Malheureusement, c'est pas quelque chose dans lequel on est vraiment hyper formé pendant nos études. Alors concrètement, comment faire? Alors on va vous partager ici dans ce nouvel épisode d'Entre deux patients certains de nos trucs et astuces de consultation pour pouvoir ici créer des activités thématiques. Moi, par exemple, je suis une grande fan des jeux en consultation. Toi, Marion, je sais bien que tu travailles beaucoup autour de la motivation du patient. Tu proposes même des exercices à faire en dehors des consultations. Et donc, je pense qu'au final, où que vous soyez en cabinet, que vous fassiez des consultations à domicile, des téléconsultations, même, je pense, des consultations en milieu hospitalier, il est tout à fait possible d'intégrer des activités thématiques dans vos consultations. Alors Marion, toi, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment toi tu fais pour engager tes patients pendant les suivis? Alors, effectivement, tu l'as très bien expliqué, Élise. Aujourd'hui, on le sait, c'est plus à démontrer. Plus la personne elle est active dans son soin et plus les résultats sont là. Donc, toi, tu utilises le jeu en consultation. C'est vrai que moi, je le pratique pas du tout et du coup, je vais avoir plein de questions à te poser à ce sujet-là parce que ça m'intéresse. Mais ce qui est sûr, c'est que je le vois dans mes consultations. Plus le patient il est acteur pendant la consultation, plus on lui laisse de l'espace en fait pour réfléchir, pour trouver lui-même les solutions, pour noter aussi en consultation. Plus les choses elles se font facilement, plus ça s'ancre en fait vraiment en lui et plus ça l'inclut dans son suivi. Donc ce que j'ai mis en place, c'est déjà plus d'écoute de ma part, plus de participation de mes patients dans la consultation. C'est important, je pense, vraiment la première chose, c'est important de se poser la question, quelle place on laisse aux patients pendant la consultation? Je pense que c'est vraiment la première chose à faire parce que, en fait, avant de parler d'exercices, de jeux, d'ateliers, engager davantage son patient, ça passe aussi finalement d'abord par la posture que nous, on va adopter en consultation. On peut proposer un jeu, mais en fait, si le jeu il est hyper directif, vraiment on veut emmener un patient là et on n'ira pas ailleurs, en fait on va pas avoir l'effet escompté et on va passer à côté et le patient aussi et du coup ça c'est pas forcément intéressant. Donc ce qui est important d'avoir en tête, c'est que la façon dont on va communiquer, la façon dont on va présenter les choses, ça compte énormément. Et donc tout ça c'est aussi mettre en place en fait des techniques d'entretien motivationnel, donc poser des questions ouvertes, reformuler les propos du patient, prendre le temps de résumer la parole du patient, toutes ces choses qui vont permettre de laisser vraiment plus d'espace au patient. Alors, les techniques d'entretien motivationnel, je ne sais pas, toi, Élise, si tu l'as vu dans ta formation initiale. Moi, je sais que ce n'était pas le cas. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui. Non, en Belgique, en tout cas, moi, c'était pas du tout le cas non plus au niveau de la formation diététique. Par contre, c'est quelque chose que j'ai pu apprendre et aborder pendant ma certification pédagogique, en fait, que j'ai fait après mes études. Ouais. Et donc, c'est des formations aussi, on peut se former en entretien motivationnel après les études, mais en tout cas, moi, il y a 10 ans, 10, 12 ans d'ici, ça n'existait pas pendant la formation.
Ouais, et c'est dommage parce que c'est vraiment un truc hyper important. Moi, c'est pareil, je l'ai découvert en fait lors de mon DU sur les troubles du comportement alimentaire, où là, en fait, on a vraiment mis en pratique les techniques d'entretien motivationnel. On faisait des jeux de rôle. Enfin, c'était hyper pratique et hyper intéressant parce que du coup, vraiment, on arrivait à mettre en place ça en consultation parce que c'est pas évident hein, quand même de changer ses façons de faire et de voilà, ça se travaille en fait. Mais c'est hyper intéressant, donc je vous encourage à vous former là-dessus et à mettre ça en pratique en consultation. Et puis après, concrètement, en séance, moi, je propose différents exercices pour amener mes patients à se questionner davantage, donc sur leur motivation, sur leur comportement, sur leur ressenti corporel. Voilà. Est-ce que tu peux nous détailler ici un exemple d'exercice que tu fais avec tes patients en consultation? Alors, pour donner un exemple très concret, ce que je fais très fréquemment en première consultation et aussi en consultation de suivi et qui me permet de travailler donc sur la motivation du patient et de cerner un petit peu mieux à quel point il est prêt à changer son comportement alimentaire, de repérer aussi là où il va avoir plus de mal. Donc, ce qu'on fait, c'est que déjà, je lui demande de se fixer lui-même les objectifs en fin de séance. Donc, il se fixe des objectifs. Ça me permet de voir un petit peu ce qu'il a retenu de la consultation, ce qu'il est prêt aussi à mettre en place. On décompose ça en objectifs journaliers pour être vraiment précis et travailler des petites choses entre les suivis. Et puis après, je lui demande donc de prendre une feuille de son côté. On va faire un tableau, en fait, où on va marquer dans une colonne les avantages et les inconvénients à ne rien changer, à rester dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui. Donc les avantages, si on prend l'exemple d'un patient qui grignoterait par exemple parce qu'il est très stressé, et les avantages à continuer en fait ce comportement-là, souvent c'est des avantages très immédiats, c'est-à-dire que ça va le déstresser sur le moment. Oui, c'est une petite chose qui lui permet de se déstresser. Et puis les inconvénients, souvent du coup c'est amener le patient à réfléchir sur du plus long terme. Donc les inconvénients, ça peut être une prise de poids, ça peut être le fait que après il culpabilise, donc il a une mauvaise image de lui-même. Voilà, donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de laisser le patient complètement libre d'exprimer ce qu'il a envie. Parfois, ça va nous sembler des avantages ou des inconvénients un peu farfelus, mais l'idée c'est vraiment de pas intervenir et de laisser le patient vraiment dire ce qu'il a envie de dire. Et de pas aussi essayer, par exemple, d'ajouter plus d'inconvénients dans la colonne des inconvénients. Voilà, donc de vraiment pas intervenir et de juste guider, peut-être, parce que des fois, ce qui est un peu plus dur, c'est de trouver les avantages à la situation actuelle. Ça, des fois, un petit peu, faut les guider et puis réfléchir un peu avec eux, mais simplement les guider et les laisser réfléchir à ça. Et puis, donc, dans une autre colonne, on prend les avantages et les inconvénients à mettre en place, donc ces fameux objectifs qu'on s'est fixés en séance. Et donc, les avantages, par exemple, si on reprend notre personne qui grignote, qui a des compulsions dues au stress, les avantages, c'est que voilà, il va arrêter ces fameux avantages et donc il y aura peut-être un effet sur son poids, mais surtout il va se sentir avoir une meilleure estime de lui-même. Voilà, donc l'inviter à réfléchir aux avantages à mettre en place tous ces objectifs. Et puis les inconvénients, là, ça va nous permettre de détecter en fait ce qui va être plus compliqué pour le patient à mettre en place. Peut-être que là, par exemple, ce patient-là, il va exprimer des craintes sur comment je vais arriver à gérer mon stress. Donc voilà, là encore, le laisser citer tout ce qu'il a envie de citer. Souvent, c'est un exercice que je leur demande de compléter après aussi à la maison, à tête reposée, pour y revenir dessus. Mais c'est quelque chose qui m'apporte pas mal d'infos sur vraiment ce que le patient il est prêt à mettre en place en fait, là où il va avoir aussi plus de mal. Donc c'est vraiment un exercice intéressant et c'est un tableau que moi je note tout ce que me dit le patient et je garde vraiment dans son dossier pour y revenir aussi aux consultations d'après. Oui, donc toi, tu as une copie de ce que le patient a dit, et le patient, lui, de son côté, a aussi pris note de toutes les idées qui lui sont venues. Ça prend combien de temps, plus ou moins, en consultation, de faire cet exercice-là? Je dirais, on prend un quart d'heure à peu près pour faire ça. On prend un quart d'heure et en général, c'est vraiment quelque chose que je leur demande après de faire à la maison. Donc, on aborde, je les guide pour remplir ce document-là. On commence à citer les premières choses et après, ils le complètent eux de leur côté.
D'accord. Et tu fais ça au premier rendez-vous ou tu fais ça dans les rendez-vous de suivi? En général, je fais ça au premier rendez-vous. Mais ça m'arrive de le faire si on n'a pas eu le temps, si on a abordé d'autres choses en premier rendez-vous. Ça peut m'arriver aussi de le faire en consultation de suivi quand je vois que c'est nécessaire. Hein. Enfin, quand il y a des objectifs où je sens que ça va être peut-être plus compliqué à mettre en place, et ben, j'aime bien faire cet exercice-là pour essayer de creuser un petit peu sur qu'est-ce qui va être difficile, mais en même temps, aujourd'hui, regardez la situation dans laquelle vous êtes, bah, qu'est-ce qui est inconfortable pour vous, voilà. Je trouve que c'est toujours, en fin de séance, c'est toujours intéressant, je trouve, de faire ce petit temps-là. Ouais, c'est important de pouvoir mettre le doigt sur les freins au changement et sur ce qui fait qu'il va bloquer le changement alimentaire ou changement de vie derrière, quoi, ouais. Toujours plus facile à dire qu'à faire. Tout à fait. Je crois aussi que tu utilises en consultation l'exercice de la dégustation. Toi, tu fais des consultations à distance. Est-ce que c'est possible de le faire à distance? Comment ça se passe? Alors, du coup, effectivement, je fais des ateliers de dégustation. Alors, c'est assez nouveau hein, pour moi. Je suis pas du tout experte là-dedans parce que j'ai encore, enfin, je le fais pas forcément très fréquemment, mais c'est un exercice quand même que j'aime bien faire. Et alors, les avantages que je vois à la téléconsultation, c'est que bah, déjà le patient il est chez lui. Ou en tout cas, voilà, c'est vrai que la téléconsultation, le patient n'est pas forcément tout le temps chez lui, mais pour une dégustation, si on prévoit ça, on peut lui demander d'être à la maison. Et du coup, il est dans son cadre habituel. Du coup, il est peut-être plus détendu ou alors il va arriver plus facilement à se détendre. Et dans un exercice de dégustation en pleine conscience, c'est important que le patient puisse se détendre. Donc, je trouve que voilà, d'être à la maison, chez lui, bah, ça favorise peut-être cet aspect-là. Et puis, le deuxième avantage que j'y vois, alors je l'ai repéré il n'y a pas très longtemps avec une patiente, en fait. On avait rendez-vous en fin de repas, en fait, en début d'après-midi. Elle venait de terminer son repas. En fait, donc, on a commencé la consultation. J'avais pas du tout prévu de faire une dégustation, mais du coup, elle me parlait spontanément de cette fin de repas. Et elle me disait que c'était un peu compliqué pour elle, qu'elle avait envie de certains gâteaux et que souvent, c'était des quantités importantes. Donc, pour cette patiente-là, il y avait une grosse restriction cognitive hein, sur laquelle on travaillait déjà, et voilà. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'aller lui demander de chercher ces fameux gâteaux et de faire une dégustation pour vraiment travailler sur le plaisir et le rassasiement gustatif. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir justement ces gâteaux-là, déjà, vraiment cet aliment-là qui avait du sens pour elle. Et en fait, du coup, de se retrouver vraiment au moment où c'était difficile pour elle, dans son cadre habituel. Et je me suis dit, bah tiens, c'est aussi l'avantage de la téléconsultation, c'est que là, ça s'y prêtait hyper bien. Et ça, je pense que c'est important de faire cet exercice-là avec vraiment les aliments importants pour le patient. Souvent, on le fait avec le chocolat et on va dire qu'à 70% du temps, ça colle bien quand même l'exercice avec le chocolat. Mais en fait, des fois, ça peut être du fromage, ça peut être des cacahuètes. C'est important de voir avec le patient quels sont les aliments vraiment sur lesquels il a du mal à gérer le rassasiement, justement. Est-ce que toi, tu proposes, du coup, tu le fais avec du chocolat, est-ce que tu proposes aux patients d'apporter l'aliment qu'ils aiment bien? Comment tu fais? Alors, moi ici, actuellement, je l'ai encore jamais testé en téléconsultation, donc j'ai toujours fait avec le patient en face à face. Je le fais avec aussi un aliment, donc là je demande au patient qu'il apporte en fait l'aliment pour que ça soit aussi un aliment qui lui plaise. Donc si c'est du chocolat, ben, je lui demande d'apporter le chocolat qu'il préfère. Ici ben, j'ai eu un patient, son petit péché mignon c'était du saucisson, justement un saucisson fait avec la bière qui brasse, donc voilà c'était son aliment fétiche. Et donc, il a apporté 2 morceaux de saucisson, un pour moi, un pour lui. Et donc, on a fait la dégustation ensemble de son petit morceau de saucisson. Et ce qui était vraiment surprenant, c'est qu'au final, il n'a pas trouvé exceptionnel son morceau de saucisson. Alors qu'il compulsait avant. Et puis, il s'est dit, ah oui, non, en fait, il n'était pas si exceptionnel que ça, en vraiment le mangeant en étant beaucoup plus attentif, en tout cas au moment de la dégustation. Donc, voilà, c'était assez comique comme conclusion. Ouais, mais c'est intéressant, hein. C'est vraiment un exercice, je trouve, là encore, où il faut vraiment laisser le patient s'exprimer et on peut arriver à avoir des choses vraiment très intéressantes. Est-ce que tu utilises
d'autres outils, d'autres exercices en consultation pour essayer vraiment d'engager, parce que c'est toujours ça le but, d'essayer d'engager au maximum ton patient dans son changement? Alors, moi, je trouve que tout ce qui est les outils digitaux, en fait, donc les applications de suivi nutritionnel, comme mon suivi diète, c'est des excellents, en fait, moyens d'engager le patient dans leur suivi. Enfin, pour moi, je le vois avec l'utilisation de mon suivi diète depuis 1 an et demi. Je trouve que c'est vraiment hyper efficace pour rendre, en fait, le patient acteur de sa prise en charge. Parce que, en fait, en dehors des consultations, il va pouvoir vraiment faire ce travail d'observer ses repas, de repérer les situations qui sont problématiques, de repérer les comportements aussi positifs qu'il arrive à mettre en place. Donc vraiment, c'est lui qui devient vraiment acteur de sa prise en charge. Et ce que j'aime bien faire, c'est qu'en fin de consultation, je propose toujours un exercice à faire jusqu'à la prochaine consultation. Donc on se sert de ce journal alimentaire digitalisé pour qu'il aille observer en fait une chose en particulier. Donc par exemple, si on parle des sensations alimentaires et du rassasiement, ce qui est souvent le truc un peu difficile pour les patients, si on parle du rassasiement pendant la consultation, je vais leur demander après sur l'application de me mettre peut-être juste la photo de leur assiette, mais de me préciser leur sensation de rassasiement. Et c'est vraiment de se focaliser là-dessus jusqu'à la consultation suivante. Et du coup, sur l'application, on a rajouté ces petits curseurs où ils peuvent noter leur sensation de faim, leur sensation de rassasiement, donc très facilement. Et l'avantage, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il va remplir son repas, il a tout de suite ces petits curseurs. Donc, il va aussi y penser et se dire, ah oui, il faut que je pense à mettre ma sensation de faim, ma sensation de rassasiement. Après, si on travaille sur les émotions, je vais demander un autre travail spécifique. Si je repère que c'est plutôt le lieu du repas ou le contexte du repas qui questionne, je vais lui demander de vraiment me mettre cet élément-là dans son journal alimentaire. Donc, il repart toujours comme ça avec un petit exercice à faire en dehors de la consultation. Et je trouve que voilà, comme ça, on ne perd pas le fil en fait, en dehors de la consultation quand le patient il rentre chez lui et on garde comme ça un truc sur lequel travailler. Je trouve que c'est assez intéressant et après en consultation de suivi, on analyse ça, on part sur autre chose. Enfin, voilà, ça permet de ne pas se lasser dans son suivi et d'être plus efficace aussi pour travailler un thème en particulier à chaque fois. C'est intéressant de pouvoir vraiment prolonger ce truc qu'on a travaillé en consultation en dehors. Ça, c'est intéressant. Alors, je sais que toi, Elise, du coup, tu utilises aussi l'application avec tes patients, mais que tu proposes aussi plein d'autres activités. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu mets en place dans tes consultations pour essayer d'aller vraiment impliquer davantage le patient dans son suivi ? Oui, j'utilise l'application, mais ton idée de prolonger le suivi et d'insister sur une thématique bien précise sur l'application, je trouve l'idée vraiment top. Ça, je le fais pas encore, mais voilà, à mettre en place. Alors moi, au niveau de mes consultations, comment est-ce que je fais pour engager au maximum mon patient ou pour mettre en place des activités thématiques ? Une première chose que j'ai entendue, donc j'ai entendu ça d'une diète qui le faisait, et là je me suis dit, Élise, faut que tu le fasses, c'est d'aller promener avec ses patients pendant la consultation. Ouais. Donc j'ai mis ça en place cet été, hein. En hiver, on verra bien comment ça va se passer. Mais donc là, j'en ai profité cet été. En plus, on pouvait retirer le masque. On était dehors, la distance était là, donc c'était beaucoup plus sympathique. J'ai pu constater par contre que quand je proposais ça à mon patient d'aller marcher, ils étaient quand même un peu sceptiques sur l'idée. Ils se disaient, oh là là, quelle idée folle, est-ce qu'elle a encore eu celle-là? Et donc, bon, ils se sont dit, ok, on la connaît, on va quand même, on lui fait confiance. Mais bon, voilà, donc on est allé promener plusieurs fois avec plusieurs patients. Et donc, en revenant de la balade, chaque fois, je leur demande « Et alors, qu'est-ce que t'as pensé? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça te dit qu'on refasse ça la prochaine fois ?» Et tous m'ont répondu un grand oui. Donc, je me dis que ça leur plaît. Moi aussi, pour moi, c'était très chouette, en tout cas, de pouvoir voir mon patient d'une manière différente. Parce que voilà, le fait de marcher, d'être dehors, on avait des sujets de conversation différents. Les patients parlaient beaucoup plus aussi, donc c'est vrai que moi pendant les balades je parlais très très peu. Et donc voilà, le patient se livre, est-ce que c'est lié aux endorphines ou créé par la marche, ou est-ce que c'est lié au fait qu'on ne se voie pas, comme on marche l'un à côté de l'autre et qu'on ne se voit pas, et donc est-ce que les patients sont plus à l'aise. Donc voilà, donc par rapport à ça c'était très très chouette. Et aussi je trouve que pour les personnes, c'est vrai que j'ai mis en place principalement chez les personnes plus sédentaires. Et donc, ça les permettait aussi de se rendre compte que, ah oui, voilà, marcher
30 minutes, c'était pas si compliqué que ça. Et donc voilà, c'était aussi dans le but de pouvoir encourager plus facilement les petits déplacements à pied. Et puis alors, en cabinet, quand je souhaite approfondir plus un sujet en particulier, alors là, j'aime bien utiliser les jeux, les exercices au moment de la consultation. Alors, par rapport au jeu, du coup, tu vas nous expliquer un petit peu comment toi tu procèdes. J'avais posté cette semaine, en fait, un petit sondage sur notre compte Instagram Mon Suivi Diète, donc, qui est suivi par une majorité de diététiciens et diététiciennes qui s'adressent vraiment aux professionnels de santé. Et du coup, j'avais posé la question, utilisez-vous le jeu en consultation? Alors, les résultats étaient assez intéressants. Déjà, on a eu pas mal de participation. Il y a eu 72 diététiciens qui m'ont répondu à la question. Et alors, c'était très serré, les résultats. On avait 49% de oui et 51% de non. Donc, voilà, une pratique mitigée. Ce qui était intéressant, c'est que j'ai eu 4-5 messages de diététiciennes qui avaient répondu non et qui m'ont dit non, mais j'aimerais bien. C'est quelque chose que j'aimerais tenter. Donc, c'était intéressant de voir que dans ce non, en fait, il y avait peut-être des diététiciens et diététiciennes qui voulaient mettre en place ça et qui savaient peut-être pas comment procéder ou pas d'idée de jeu ou voilà. Donc, c'est un sujet qui, en tout cas, intéresse. Ça, c'est sûr. Toi, Marion, est-ce que tu fais des jeux avec tes patients en consultation? Alors moi, ouais, je disais tout à l'heure, c'est vrai que je pratique pas le jeu en consultation. C'est des choses que j'ai pu faire, mais vraiment en groupe, quand je travaillais dans un centre de prévention et d'éducation nutritionnelle. Donc on avait un public plutôt d'étudiants. Et c'est vrai que quand on faisait des ateliers, oui, là, c'était vraiment sous forme de jeu, mais j'ai toujours fait dans un cadre collectif. Et c'est vrai qu'en consultation individuelle, je ne l'ai jamais pratiqué. Je ne saurais pas comment le mettre en place. Quel objectif, quel matériel utiliser. Donc, c'est un petit peu tout ce qu'on va voir ensemble. Déjà, à quel patient tu le proposes? Quel est le public, en fait, cible avec qui tu peux utiliser le jeu en consultation? Alors, le jeu, oui, c'est quelque chose que j'utilise depuis pas mal d'années là, avec mes patients. Et donc, ça fonctionne avec tout le monde. Donc, ça fonctionne avec les enfants, ça fonctionne très bien avec les ados. Ça fonctionne avec les hommes, les femmes, vraiment peu importe l'âge, même les personnes plus âgées, en général, elles apprécient vraiment très bien le jeu, elles accrochent aussi très bien. Donc voilà, donc il n'y a pas de tranche d'âge, il n'y a pas de public cible. Un type de personne par contre avec qui ça fonctionne bien, c'est les personnes qui ne parlent pas bien français. Donc moi j'utilise beaucoup d'images en fait dans mes jeux, dans mes exercices, et donc ça facilite en tout cas la compréhension des messages, la discussion par rapport à ces personnes-là. Ouais. Et alors, dans quel but tu proposes ces jeux? Quel est l'objectif derrière ce jeu que tu vas proposer en consultation? Pourquoi on s'amuse en consultation à faire des jeux? Il y a toujours évidemment un but pédagogique derrière. Donc, le but est que la consultation soit utile, soit instructive pour mon patient. Et moi, je cherche à chaque fois, à chaque rendez-vous, est-ce que mon patient sort de son rendez-vous avec quelque chose en main, quelque chose qu'il aura appris, une idée de recette à tester, un nouvel apprentissage. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est un objectif pédagogique derrière. Et pour ça, le jeu est vraiment l'idéal. Et aussi, autre démarche, c'est que je veux pas du tout que mes consultations soient ennuyantes. Et donc, de mettre en place des jeux, de mettre en place des exercices, le patient, une fois qu'il est habitué, il s'en réjouit, il sait qu'il va bien s'amuser à la consultation, qu'on va rigoler, qu'on va faire une activité sympa, mais il sait surtout que ça sera porteur pour lui et que derrière la consultation amusante qu'il aura vécue, il en aura tiré des idées, des apprentissages. Ok, et alors combien tu passes de temps à faire le jeu? Parce que c'est aussi une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est vraiment la consultation est dédiée au jeu et tu ne fais que ça dans ta consultation? Combien de temps ça te prend? Alors, mes consultations de suivi, que ça soit en cabinet ou que ça soit en téléconsultation, elles durent plus ou moins 45 minutes. Ok. Ça va? Je fais pas 45 minutes d'activité thématique, hein, il y a quand même autre chose derrière à faire, mais je consacre quand même quasi la moitié du temps de la consultation pour cette activité thématique-là, pour cet exercice, pour ce jeu. Voilà. Et donc, c'est
allez, la bonne vingtaine de minutes, je la consacre. D'abord, je pose beaucoup de questions à mon patient pour, comme tu disais tantôt, pour voir un petit peu, mettre en lumière en tout cas ses croyances, ce qu'il pense savoir sur le sujet. Donc si j'aborde les légumineuses, par exemple, tiens, qu'est-ce qu'il connaît déjà comme légumineuses, qu'est-ce qu'il a l'habitude de cuisiner, qu'est-ce qu'il a déjà goûté. Donc déjà, amener la discussion par là. Et puis je propose le jeu en lui-même, et puis le but du jeu, lui, c'est vraiment d'amorcer la discussion et de pouvoir enrichir nos conversations par la suite. Donc voilà, tout ça ensemble, ça prend plus ou moins une bonne vingtaine de minutes. En tout cas moi, comment je le fais. Ok, et comment tu introduis ça à tes patients? Alors tu leur dis, allez, on fait un petit jeu. Comment c'est accueilli par le patient? Alors, moi, il faut savoir que je travaille avec une base de planning de consultation. Donc, dès le deuxième rendez-vous, mon patient sait les thématiques qui vont être abordées sur les prochaines consultations. Okay. Donc, par exemple, si je parlais des légumineuses ici, donc il sait qu'à son troisième rendez-vous, par exemple, on va aborder les légumineuses. Il ne sait pas exactement ce qu'on va faire pendant la consultation, mais il sait déjà que c'est cette thématique-là qu'on va pouvoir traiter. La première fois que je leur propose un jeu, c'est vrai que parfois ils sont un petit peu surpris, ils se disent « Oh là là, c'est qui celle-là? Qu'est-ce qu'elle me veut ?» Mais voilà, j'ai jamais eu de refus, tout le monde a chaque fois bien voulu jouer le jeu. Moi je suis assez naturelle pour présenter le jeu, je l'amène de façon... voilà, c'est logique d'amener un jeu, donc c'est logique pour vous d'y jouer, et donc je ne les stresse pas par rapport à ça, et donc je pense que ça se ressent, et donc ils sont à l'aise de découvrir ce que c'est et de faire les exercices sans peur de rater, sans peur de se tromper dans ce qu'ils se disent. Voilà. Donc j'ai jamais eu de blocage, j'ai jamais eu de de patients qui sont partis en courant en voyant l'exercice. Donc voilà, c'est rassurant par rapport à ça. Ok. Alors après, moi, c'est vrai que le blocage que j'avais par rapport à proposer un jeu en consultation sur, en tout cas, les aliments, l'équilibre nutritionnel et tout ça, c'est que de mon ressenti, j'ai l'impression quand même que mes patients, alors c'est peut-être faux, c'est peut-être une fausse idée que j'ai, mais qui connaissent déjà beaucoup de choses en fait sur les aliments, les groupes alimentaires, enfin tout ça. Souvent, j'ai quand même des patients qui j'ai l'impression, alors après, il y a toujours des idées reçues et on travaille là-dessus en consultation, mais j'ai l'impression que là où ils ont des lacunes, c'est plus sur le fonctionnement général du corps. Tu sais comment fonctionne notre corps, comment il se régule, voilà, comment ça marche la glycémie, comment fonctionnent les hormones, enfin tout ça. Par contre, j'ai l'impression que peut-être ça pourrait être intéressant de faire un jeu autour de ça. Est-ce que du coup tu l'as déjà, tu te proposes ce genre de choses? Est-ce que tu penses que ça pourrait être utile en consultation? Si je reviens par rapport à ce que tu as dit, par rapport à ce que les patients connaissent au niveau de la consultation, parfois on pense qu'ils connaissent énormément de choses, qu'ils ont déjà fait 50 millions de régimes, qu'ils ont déjà lu 10 000 bouquins sur la nutrition. Mais après, quand on creuse, si on pose la question à un patient, tiens, quels sont les aliments qui contiennent du sucre? Moi, j'ai déjà eu beaucoup de patients, même des patients des personnes qui ont fait des études, donc voilà, qui ont quand même un bagage scientifique derrière. Ils me répondent les gâteaux et la banane, et parfois ça se limite à ça. Donc parfois on croit que les gens savent, mais pas du tout. Des patientes chez qui on pense que au niveau de la consommation de céréales complètes, qu'elles connaissent beaucoup de choses et qu'elles en consomment, et puis quand on leur montre toutes les céréales complètes qui existent, non, en fait elles en connaissent que 3-4 sur tout le panel. Il faut quand même être vigilant, en tout cas, par rapport à ça, par rapport à ce qu'on pense que les gens connaissent, alors que pas du tout. Et alors, pour revenir sur le fonctionnement du corps, ouais, c'est quelque chose que, surtout par rapport aux diabétiques, le médecin généraliste va dire à la personne « Ah, voilà, on vient de vous découvrir un diabète », mais, en tout cas, moi, de mon retour, ils ne prennent pas vraiment le temps d'expliquer aux patients qu'est-ce qui dysfonctionne dans leur organisme et qu'est-ce qui ne va pas et pourquoi, quel est le lien avec l'alimentation, pourquoi est-ce qu'il faut quand même être attentif à l'alimentation. Et donc, voilà, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place dans sa consultation. Par rapport au diabète, moi donc je donne cours dans une école à des étudiantes qui font aide familiale, aide soignant, où on aborde le diabète. Donc c'est des filles qui ont 17, 18, 19, 20 ans. On aborde le diabète, mais pour elles, c'est une matière qui est très très compliquée. C'est des notions, des termes, un fonctionnement, une mécanique, en tout cas, qui est vraiment très difficile à intégrer.
Et ça, je le remarque chaque année, peu importe la classe que j'ai. Et donc, j'ai mis en place, donc j'aime bien un peu les bricolages, j'ai mis en place un schéma du corps, donc avec le pancréas, la circulation sanguine, une cellule. Et alors, on joue, en fait, on explique le fonctionnement, les dérèglements du corps via ces outils-là. Et donc, on utilise un trousseau de clés, des carrés de sucre. Et simplement, en faisant des petites situations, on décrit ce qui se passe dans le corps. Et ça fonctionne vraiment très bien. Et comme ça fonctionnait super bien avec mes élèves, je me suis dit, utilise-les en consultation. Prends ton outil que tu utilises en classe et mets-le en consultation. Et puis comme toi, j'utilisais des jeux aussi quand je faisais des ateliers de groupe. Donc j'avais aussi, sur chaque thématique que je faisais un atelier de groupe, je créais une activité ludique. Et donc ça traînait dans un placard et je me suis dit, mais Elise, mais pourquoi tu ne les réutilises pas auprès de tes patients? Ça fonctionnait bien avec 10-15 personnes en atelier de groupe et ça fonctionnera bien aussi en consultation privée. Et donc voilà, tout est parti de là en fait. J'ai réutilisé ces deux outils-là et puis c'est parti de là par rapport à la création et à l'implémentation, si tu veux, des jeux auprès de mes patients à quasi chaque consultation. Oui, alors du coup, ma question, ma prochaine question, c'est sur vraiment ça. Comment on le met en pratique, en fait, en consultation? Par exemple, moi, je fais des téléconsultations. Est-ce que ça peut s'adapter? Voilà, moi, c'est vrai que, par exemple, on parle du fonctionnement du corps. Moi, je vais leur montrer des schémas. Des fois, j'aime bien. Mais pour le coup, je sens que proposer un vrai jeu autour de ça et un truc qui les amènerait à plus réfléchir là-dessus, ce serait plus efficace, quoi. Alors ouais, c'était ma crainte. Pour ceux qui ont déjà écouté le podcast sur la téléconsultation, c'était ma crainte de ne pas pouvoir continuer mes activités thématiques via la téléconsultation. J'y suis arrivée, donc grâce au partage d'écran. Voilà, je mets en place des petites choses, voilà, il y a peut-être encore à retravailler dessus, mais voilà, je sais mettre en place des choses, je sais réutiliser des jeux que je faisais en cabinet, je sais les réutiliser via la téléconsultation. Pas tout, donc par exemple, voilà, cet outil-là, sur le diabète, voilà, j'ai pas encore transféré en mode virtuel sur l'ordi, mais voilà, pourquoi pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne doit pas être des grands jeux hyper compliqués, hyper réfléchis à chaque consultation. Moi, ce que j'aime bien utiliser comme jeu plus simple ou comme activité plus simple, je vais vous montrer, c'est les petits carnets de l'UPDLF qu'on sait soit télécharger sur le site de l'UPDLF, donc lesdiététiciens.be, soit les commander, ils sont pas très chers, on sait les commander, on les reçoit par la poste. Et en fait, à l'intérieur du petit livret, il y a chaque fois un petit quiz. Et donc ça, j'aime bien les utiliser, donc c'est quelque chose qui va vite et qui permet de lancer la discussion. Donc ici, j'avais pris l'exemple du petit carnet sur les 1000 premiers jours, mais il y a une dizaine de carnets qui existent, avec chaque fois une thématique bien précise. J'aime bien faire des lectures d'étiquettes, donc là c'est plus classique. Maintenant là je me cible plus sur une famille alimentaire. Donc par exemple on va aborder les produits laitiers, on cible uniquement les étiquettes des produits laitiers. Et après on s'amuse par exemple à les classer du plus gras au moins gras, ou les classer en ça c'est avec édulcorant ou ça sans édulcorant, et on travaille de cette façon-là. J'adore aussi donner des recettes et que mes patients trouvent les erreurs dans les recettes. Ça marche super bien. Donc par exemple, vous donnez une recette où il n'y a pas de légumes, et le but du jeu, c'est que le patient... pour nous, ça nous semble tellement évident, mais pour les patients, si vous le faites, ou pour ceux qui vont le faire, c'est pas du tout flagrant. Donc parfois, il y a des patients qui vont bugger 5 minutes devant la recette en disant « mais tiens, qu'est-ce qui manque ?» Et donc, voilà. Donc c'est un exercice aussi tout con, mais qui fonctionne bien. Avec les matières grasses, moi j'aime aussi bien jouer les matières grasses de cuisson. Simplement leur dire, tiens, classer les matières grasses d'origine animale d'un côté et les matières grasses d'origine végétale de l'autre côté, tout simplement, et la discussion peut partir de là. Donc c'est quelque chose de très simple, mais qui donne très bien en tout cas avec les patients. Et donc oui, c'est des choses pour nous qui nous semblent évidentes, entre guillemets, mais pour le patient c'est vraiment très très difficile. Combien de patients
ne mettent pas les margarines du côté animal, les huiles, ils savent pas trop, ils hésitent. Enfin voilà, c'est vraiment intéressant en tout cas de voir les problématiques réelles des patients par rapport à via ces petites activités-là. Autre chose par contre que je peux vous partager par rapport à l'implémentation du jeu dans la consultation, c'est que moi j'aime bien avertir, comme je vous ai expliqué tantôt avec le planning de consultation, c'est que j'aime bien avertir mon patient du thème. Voilà, il va savoir qu'on va parler des matières grasses par exemple ce jour-là. J'aime bien prévoir du temps en consultation, donc voilà, il sait que d'office, la fin de la consultation, ça sera consacré pour travailler à cette thématique-là. Et alors, important aussi, c'est de pouvoir préparer en amont la consultation. Donc moi, je réfléchis, quelles questions est-ce que je vais pouvoir lui poser, comment est-ce que je vais l'amener, l'activité, comment est-ce que je vais lui proposer. Toujours bien lui expliquer le but, le pourquoi, voilà, pourquoi est-ce qu'on s'amuse à faire ça, vous, dans quel cadre est-ce que ça se positionne, pourquoi est-ce qu'on aborde ça ici maintenant. Et aussi, j'aime bien réfléchir à, voilà, derrière l'activité, quels sont les messages que je veux lui faire passer, qu'est-ce que je veux qu'il retienne en tout cas de l'activité ici qu'on a travaillé ensemble. Donc voilà un petit peu, et que ça soit en téléconsultation, en cabinet, à domicile, j'ai pas l'occasion de tester, mais ça peut se faire également. Ok. Et alors, quel matériel tu utilises? Est-ce que tu fais tes jeux toi-même? Est-ce que tu as trouvé du matériel adapté? Alors, moi, j'ai dit tantôt que j'étais un peu Miss Bricolage. Donc, j'ai fait pendant de longues années tout moi-même. Et donc, je vais vous montrer ici à la vidéo. Donc, j'ai des petits papiers en carton avec le nom, par exemple, des fruits oléagineux. Hein, donc, c'est du papier récup, hein, voilà. Et des petites feuilles, des petites images imprimées sur un papier d'imprimante classique. Des images que j'ai trouvées sur Google. Et voilà, donc ça, j'ai bossé quand même très longtemps avec ces outils-là. Voilà, ça passe auprès des patients. Ça s'abîme quand même un petit peu, donc j'ai dû les refaire plusieurs fois. Maintenant, voilà, je suis pas toujours hyper fière de montrer ça et de sortir ça à mes patients, quoi. Voilà, je suis un peu parfois un peu mal à l'aise de sortir mes petits bouts de papier. Parfois, je le dis en rigolant, bon, je sors mes petits papiers, hein, et puis voilà, après 2-3 fois, ils me connaissent, donc ils savent ce que c'est. L'avantage, c'est que si le jeu fonctionne pas ou s'il y a quelque chose qui va pas, c'est que je peux facilement refaire un petit papier, réécrire quelque chose dessus et je sais réadapter le jeu. Par contre, avec Justine Bévier, je sais pas si tu la connais, je sais pas ceux qui nous écoutent si vous la connaissez, donc c'est une diététicienne belge qui est aussi membre du GDI et qui utilise aussi beaucoup les jeux en consultation. On a voulu un petit peu professionnaliser nos jeux. D'une part, les rendre un peu plus solides hein, pour ne pas devoir les changer tous les 6 mois. Et d'autre part, qu'ils soient un petit peu plus crédibles devant le patient. Et alors, surtout, on veut faciliter le quotidien des diététiciens qui veulent amener le jeu en consultation, mais qui ne savent pas toujours par quel chemin commencer, par où commencer, quelles idées prendre. Ça prend du temps aussi, voilà, de s'amuser à aller chercher toutes les petites images, de réfléchir à la mécanique du jeu. Donc, on a voulu proposer une solution un petit peu toute faite, qui est testée, approuvée par nous et par plusieurs autres diététiciennes. Le but du jeu, comme tu l'as expliqué tantôt, c'est de pouvoir faire réfléchir le patient, de le rendre vraiment acteur de son suivi et qui prenne part à 100% dans son suivi, qui se pose des questions, de lui donner un espace pour cogiter, pour réfléchir. Et tout ça est livré avec des instructions super claires, des petites vidéos, tout ça, donc pour que ça soit vraiment directement applicable au sein des consultations. Et donc, ça c'était ma photo avant, et ça c'est mon carton après, qui est quand même recto verso, qui est quand même vachement plus professionnel, avec des étiquettes, voilà, qui sont un petit peu plus fiables et plus sympathiques, voilà, et plus résistantes surtout. Beaucoup plus résistante, plus grand et une meilleure qualité d'impression. Donc, et alors il y a des plateaux de jeu, on a des plateaux de jeu aussi en plus qui vont avec, on a d'autres documents récapitulatifs, on a voilà, plein d'images. Et donc là c'est un premier kit de 5 jeux qui va sortir bientôt. Ok, donc ça permet vraiment à la diététicienne d'avoir vraiment un kit avec
tout le jeu et toutes les explications pour faire le jeu et pour réaliser le jeu avec ses patients. Exactement, oui. Ok, alors est-ce que tu peux nous préciser où est-ce qu'on peut se procurer ce jeu? Comment est-ce qu'on doit faire pour se le procurer? Alors le principe, donc, il sera commandable uniquement sur précommande. Toutes les informations, vous les recevrez par mail si vous vous inscrivez sur le site ludiconsult.com. Donc voilà, il y aura une précommande ici qui va pouvoir se faire fin du mois d'octobre. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez vous inscrire sur ludiconsult.com. Bon, alors je crois qu'on arrive à la fin de ce podcast. Donc, ce qu'on voulait vous dire dans cet épisode, c'était que vraiment, c'est important d'engager les patients davantage dans leur consultation et que vraiment, quand on arrive à mettre en place ce genre de petits exercices, de jeux, d'ateliers, on voit vraiment la différence sur le patient, sur sa satisfaction pendant la consultation, sur les suivis aussi, sur l'efficacité du suivi. Enfin, moi, je vois, c'est assez nouveau encore pour moi, hein, je vois la différence à chaque fois que je propose des nouvelles choses qui permettent d'impliquer davantage mes patients. Je vois l'effet, en fait, directement sur eux et c'est aussi une satisfaction pour nous, hein, quand on voit qu'on est plus efficace, quand on voit que voilà, ça plaît aussi davantage et quand on voit que le patient, il comprend mieux ce qu'on essaie de lui dire, c'est satisfaisant. Voilà, donc c'est important d'avoir ça en tête, que ce qu'on fait directement en consultation, ça a vraiment un réel pouvoir en fait, c'est vraiment un levier pour faire changer les comportements de nos patients. Donc c'est important de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on met en place dans ces consultations-là, de se questionner, est-ce qu'on fait de la bonne façon, comme je le disais au début, est-ce qu'on laisse suffisamment de place aux patients pour qu'ils puissent intervenir, pour qu'ils puissent mettre en place ces changements, pour qu'ils puissent poser ces questions. Enfin voilà, c'est important de se questionner là-dessus. Exactement, oui. On ne se rend pas... Voilà, on a quand même un rôle hyper important par rapport au message qu'on doit faire passer. Moi, je pars du principe que si mon patient ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il doit changer son alimentation, s'il ne comprend pas le pourquoi du comment, il ne le fera pas, il ne le changera pas. Et donc, grâce à toutes ces activités thématiques qu'on vous a présentées ici, je pense que ça lui permet en tout cas de mieux poser de questions, de plus se remettre en question aussi sur ce qu'il fait, et de mieux comprendre les messages, en tout cas, qui nous, par exemple, nous semblent évidents, mais que lui, c'est pas le cas. Donc, par toutes ces activités-là, c'est vraiment une des meilleures manières, en tout cas, pour bien communiquer et transmettre ce qu'on doit transmettre à nos patients. Et puis, c'est vrai qu'on est les seuls professionnels de la santé par rapport à l'alimentation. Et donc, voilà, il faut aussi qu'on soit crédible. Il faut aussi qu'on montre que c'est nous les meilleurs. Et donc, c'est par la qualité de nos consultations, c'est par ce qu'on fait en consultation sur comment nos patients vont évoluer qu'on va pouvoir garder notre statut de meilleur professionnel. Et donc, voilà, nous ici, nous deux Marion, ce qu'on trouvait, c'était un peu notre responsabilité que de vous partager ici notre philosophie par rapport à tout ça, tous nos trucs, toutes nos astuces, tous les outils qu'on fait pour que vous puissiez aussi faire en sorte de réussir au mieux vos consultations et que vos patients avancent le mieux possible par rapport à leur changement. Et donc, c'est vraiment super important, mais je sais que la plupart des diètes qui consultent en cabinet n'ont pas toujours le temps de construire tous ces outils-là en consultation. Et c'est pour ça qu'avec Justine Bévier, nous avons donc, comme je vous expliquais tantôt, créé les jeux Ludiconsult pour vraiment vous faciliter le passage à l'action et l'utilisation du jeu en consultation. Et donc, notre premier kit de jeu qui sera basé sur l'épi alimentaire. Donc, il y a 5 grandes thématiques sur l'épi alimentaire. Donc, il y a les céréales complètes, les fruits à coque et les graines, le sel, les fruits et légumes et les légumineuses. Donc, ce premier kit-là, donc il y aura 5 jeux dedans. Il sera mis en vente durant la semaine du 26 octobre 2020. Il y aura encore plein d'autres vidéos, des témoignages, d'autres diététiciennes, des explications sur la mécanique des jeux, etc. qui vont arriver. Donc si vous voulez recevoir tout ça, ne rien manquer, donc comme je vous ai dit tantôt, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site ludiconsult.com.
Bon, super. Et puis alors, si vous voulez proposer un suivi en dehors de la consultation à vos patients et donc tester mon suivi diète avec eux, n'hésitez pas à aller sur le site monsuividiète.com et puis à me contacter directement pour qu'on puisse échanger, que je puisse vous montrer à quoi ça ressemble et quel est l'intérêt derrière tout ça. Voilà, il est temps de se quitter. On vous dit à bientôt entre deux patients.